Seul, sur des eaux turquoises. C'est joli, hein? Ouais. Une expérience hors norme pour cette famille du Plessis-Robinson en région parisienne. Là, on approche du rivage et on va découvrir cette île paradisiaque. C'est magnifique. José, 54 ans, employé à la mairie de Paris, sa fille Mathilde et sa femme Stéphanie visitent l'archipel de Koh Samui, à 800 km au sud de Bangkok. C'est leur 5e voyage en Thaïlande. Généralement, tu as une dizaine de bateaux qui sont collés les uns aux autres, avec les touristes à la queue leu-leu, et là, on est tout seul. C'est incroyable. On fait une croisière, on est, je sais pas, 5 ou 6, quoi. Donc, c'est vraiment fabuleux. 5 passagers sur un bateau de 14 places. L'excursion est facturée 40 € par personne, moitié moins cher qu'avant le Covid. Un prix bradé pour un circuit d'une demi-journée d'île en île à la découverte des curiosités locales, comme les macaques de Koh Tan. Il a été dressé pour ramasser les noix de coco dans les arbres. C'est impressionnant. Vous avez vu, il tourne, hein? Il tourne, la coco. Oui, pour la détacher. Ouais. Ah ouais. Mais ça a l'air d'être un travail assez physique, hein. C'est... Ou les cochons sauvages de Koh Soum. Vous n'avez pas peur des cochons? Non, pas du tout. On est là parce qu'on prend le soleil et tout va bien. 3, 2, 1, photo. Merci beaucoup. Merci. Après une semaine de farniente à Phuket, la famille Garcia Lopez a élu domicile à Samui, une île de 65 000 habitants qui habituellement est envahie par les touristes. Bonsoir, comment ça va? Un acheté un gratuit. On profite vraiment on va dire, d'un calme relatif. On peut profiter en fait justement des restos en bord de plage, tout ça, sans être collé serré. Donc ouais, c'est vraiment agréable là. Bonsoir. Comment ça va? Fine, thank you. Ils enchaînent les incontournables à des prix défiant toute concurrence. En ce moment, tout est négociable, même les fameux massages thaïlandais. What's your best price for the 3 of us, please? On n'était pas clients, on est déjà venus quand même. Je peux vous baisser le prix de 700 à 500 bahts. Ok. Comme crabe. Ça fait une trentaine d'euros pour 3. C'est un tarif imbattable. On est super contents. 10 € l'heure de massage. C'est 6 fois moins cher qu'en France. Ce sont les meilleurs masseurs qu'on ait eus depuis qu'on est arrivé en Thaïlande. Et pourtant, on fait un massage tous les jours avec Mathilde. Donc, Je sens qu'elle appuie sur des points où ça me détend vraiment et ça débloque. Là, je suis totalement détendu. De quoi leur faire oublier le prix des 13 heures de vol, 900 € l'aller-retour par personne. Pour le reste, c'est promo à tous les coins de rue. Bonsoir, entrez. C'est 3 € le cocktail. 1,50 € la bière, c'est l'happy hour. Comme dans ce restaurant où José, Stéphanie et Mathilde vont manger local. Bonsoir. ah, ça a l'air pas mal aussi. Ouais, c'est ça que j'ai vu. Putain, 70 bahts. 70 bahts, moins de 2 €. Là, c'est Imbattable. imbattable, ouais. 1,20 € le plat de riz. On va manger pour moins de 10 € par personne. Bah, largement. Au total, 2 semaines de vacances pour 1 500 € par personne, vol, hébergement et repas inclus. Aux vacances? Chill. Les longues plages de sable blanc de Koh Samui ne font plus recette. 2,5 millions de visiteurs avant le Covid en 2019, 500 en 2021 et une poignée seulement depuis le début de l'année. La pandémie a mis toute l'économie de ce haut lieu touristique à terre. Et les conditions draconiennes d'entrée dans le pays jusqu'à aujourd'hui ont dissuadé de nombreux voyageurs. Résultat,
Restaurateurs et hôteliers cassent les prix. Des opportunités jamais vues pour les vacanciers. Une question de survie pour les professionnels pris à la gorge. C'est le cas de Jean-Marc, 60 ans, propriétaire de ce petit resort de 15 chambres, acheté 260 000 € en 2015. Avant la pandémie, ce Niçois affichait complet d'une année sur l'autre. C'était le bon plan que sa clientèle française s'échangeait, avec des chambres à 60 € la nuit. Hello Rosé. Bonjour. Everything okay? Oui, ça va. Yes. Okay, you take care everything, hein? Customer check-in today. Okay? Around 1 p.m. En ce moment, moins de 20% des chambres sont occupées. Un coup dur pour celui qui avait tout misé sur une nouvelle vie au soleil. Pendant 5 ans, Jean-Marc a tenu cet hôtel 3 étoiles au Grand Bornand dans les Alpes. Mais lassé du froid et de la tartiflette, il a tout lâché il y a 7 ans pour tenter sa chance en Thaïlande. Après 2 ans de pandémie, il doit se résoudre à sacrifier ses prix. Sur une chambre classique, on est à 20-25 € la nuit. Sans les petits déjeuners, on va passer à 35 € pour un bungalow de luxe, pour 2 personnes. Donc voilà. Ça vous est jamais arrivé des tarifs comme ça? Non, jamais. Je suis en tarif à peu près à moins 35, moins 40% par rapport à habituellement. Ouais. Jean-Marc employait 8 personnes à l'hôtel. Aujourd'hui, faute de travail pour tout le monde, il n'en a plus que 2. Busy today? Pas vraiment. Little bit. Pareil en cuisine, plus de chef ni de commis. Alors il a trouvé une astuce. Je mets à disposition toutes les infrastructures de l'établissement, la cuisine, les tables, les chaises. Et donc on a mis en place un deal entre nous. Ils achètent leur nourriture, je pars à manger. Ils revendent leur nourriture et moi, je facture simplement les boissons qui sont consommées sur la restauration. Comment ils font pour s'en sortir avec des plats à 3 €? Ils travaillent en famille, ils vont faire les courses sur le marché, ils achètent taille, il y a des tailles, donc c'est sûr que si c'est moi qui vais acheter, quelque part, je ne sais pas acheter comme eux, voilà. 4 crevettes. Crevettes épicées. Une aubaine pour ces cuisinières. En Thaïlande, il n'y a pas eu de chômage partiel. Madame Boualoy est restée sans salaire pendant toute la pandémie. J'ai dû ramasser des canettes dans la rue et les revendre. Donc ce boulot pour moi, c'est une bouffée d'air. Un travail qui lui rapporte 7 € par jour, 2 € de moins que le salaire moyen. Même s'il n'y a pas beaucoup de touristes, ça me permet de nourrir ma famille. Pour ces Thaïlandais, le redémarrage est urgent. À Koh Samui, 70% d'entre eux vivent du tourisme. Comme Jay, 30 ans. Il détient la plus grosse concession de jet ski de Koh Samui. Il est réparé celui-là? Oui, il est prêt. Il vient d'injecter ses dernières économies dans cette machine. Il est arrivé il y a 2 semaines. C'est le dernier Yamaha. 9 500 €. Avec ça, les clients pourront foncer sur l'eau jusqu'à 70 km/h. Avant la pandémie, Jay possédait 100 jet skis. Il en a revendu quelques-uns. Les autres sont hors d'usage après avoir végété 2 ans sur le parking. Aujourd'hui, seuls 6 sont en état de marche. Jay n'ouvre plus qu'un seul point de location sur les 5 qu'il avait à Chaweng, la plus longue plage de Koh Samui. Il réalisait jusqu'à 10 000 € de chiffre d'affaires par jour. Vas-y, mets bien tous les flyers sur la table. Il avait 25 employés et n'en a plus que 8, passablement désœuvrés. Après 1 heure d'attente... Bonjour, soyez les bienvenus. Oui, bien sûr. On fait une promo aujourd'hui. 10% de remise. Ok, très bien. Thierry et Liana viennent de Lens, dans le Pas-de-Calais.
J'ai fait quand j'étais petite, à l'âge de, je sais pas, 15 ans. Donc maintenant j'ai 45, on verra bien la différence. C'est adrénaline, c'est génial du coup. Ils seront les seuls clients du jour. Ici, pas besoin de permis bateau pour louer un jet ski. 40 € les 20 minutes pour 2 personnes. C'est moitié prix comparé à la Côte d'Azur. Traquer les bons plans du moment, Bernie s'en est fait une spécialité. Chaque jour, il sillonne l'île à la recherche des bonnes affaires. Et en ce moment, il croule sous le travail. Originaire d'Es Village, près de Nice, ce Français de 54 ans était croupier dans des casinos en Suisse et en Bretagne, avant de tout plaquer pour s'installer en Thaïlande en 2018. Il y tient notamment un blog et une page Facebook dans lesquels il fait la pub des adresses qui comptent, jusqu'à 350 000 vues par mois. Bonjour, ça va les cap? Enchanté. Enchanté, je suis Bernie et j'ai vu sur Facebook que vous aviez fait des travaux puis que c'était tout neuf. Oui, on a refait ça depuis février l'année dernière et on a rouvert il y a 3 mois. Extra. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Pauline, une tropézienne qui, malgré la pandémie, vient d'ouvrir un hôtel de luxe. Donc là, je te fais visiter notre première chambre, notre premier prix. En tout, 14 chambres de 60 mètres carrés. Donc cette chambre, normalement, elle est à 5000 bahts. En ce moment, on la propose à 4000 bahts, donc c'est un petit peu moins de 100 €. C'est une chambre qui est toute taxe incluse et petit déjeuner maison pour 2 personnes. Certaines disposent même d'une piscine privée. Mais on a sa petite piscine privée. Ah, magnifique. Là, Elles sont bradées 130 €, 30% de moins que leur prix habituel. quand les familles me disent je vais rester 2 semaines, on est temps, je m'adapte toujours un petit peu au budget des gens. Je leur fais une proposition. Je suis pas fermée à ça et encore moins maintenant, évidemment. Des promos qui font les affaires de Bernie. En vendant aux professionnels du tourisme des encarts publicitaires à 60 € sur ses réseaux, il gagne jusqu'à 1 500 € par mois. Des bons plans pour les touristes et des opportunités pour les entrepreneurs. Pendant les 2 années de pandémie, 80% des commerces de l'île auraient fermé définitivement. Alors certains estiment que c'est le bon moment pour venir tenter leur chance. Comme cette famille, arrivée il y a 3 semaines. T'as envie, Lucas hein? Mika, 35 ans, Julie et leurs 2 garçons viennent de la région bordelaise. Ils se sont installés dans cette maison d'architecte, 400 mètres carrés, 5 chambres, toutes équipées de leur salle de bain, une grande piscine naturellement chauffée à 28 degrés et un prix aussi attractif que la vue. Par jour, on est à peu près à 65 € par jour. Donc c'est le prix d'un hôtel classique chez nous. C'est tout inclus, donc le femme de ménage, l'entretien à la piscine. Je te mets ton uniforme bleu. Non, le pantalon on le met pas, il fait trop chaud. De quoi démarrer confortablement une nouvelle aventure, loin de la Gironde. Mika y avait une entreprise de bâtiment et 3 employés. Julie était chargée de formation professionnelle à la CAF de Bordeaux. Une vie aisée, avec un pavillon tout neuf, une jolie voiture et plein d'amis. Mais l'envie de changement a été la plus forte. En France, on est quand même rythmé par le fameux métro boulot dodo qui devient en fait un peu envahissant et on a moins de temps pour ses enfants. Bon, on se voyait un petit peu le soir de 19h à 20h, on se voyait pour le repas, après ils allaient au lit, Ouais, voilà, et puis les jours ils défilent, et puis les années on les voit pas passer, quoi. Là on fait un essai sur 6 mois, si ça plaît à tout le monde on reste pour l'année prochaine, voilà. Après ça va dépendre aussi du business, ce qu'on va trouver. Chaque matin, Mika scrute les petites annonces. Là je regarde les commerces qu'il y a dans le coin. Sur la maille. Je cherche des petits hôtels ou petits restaurants. 28 000 €, c'est pas très cher. Hein. Là, en ce moment, il y a quasiment un commerce sur 2 qui est fermé.
Donc là, il y a des affaires à faire. Ce matin, ils ont rendez-vous avec l'un des 1000 francophones installés sur l'île. Salut. Bonjour. Tyler, agent immobilier. Enchanté. Tu travailles avec moi. Ça va, Dika? Ça commence à réouvrir depuis quelques mois. Ouais. L'ensemble des restaurants sont déjà en bord de plage, ils sont déjà loués, prêts à redémarrer. Donc ouais. C'est ce qui est intéressant et vous arrivez au bon moment pour justement créer une activité. Mika et Julie ont un budget de 100 000 € pour racheter un fonds de commerce. Ils ont déjà visité une pizzeria en ville, un complexe de bungalows et aujourd'hui, ce resto de plage. D'accord. Aujourd'hui, on va parler de 70-80 mètres carrés pour le bas. Et vous avez une possibilité de racheter le haut et de faire des chambres d'hôtes. De faire à la fois un restaurant et un petit hôtel. Ce restaurant, qui faisait une centaine de couverts par jour, a fait faillite en 2020. Voilà. Donc ça mérite un petit coup de près, mais un petit peu de boulot. On peut exploiter aussi un peu le devant de la plage Bien sûr, on peut exploiter le devant de la plage. Ça c'est prévu. C'est quoi? Vous pouvez mettre des transats. Là, la mer est un petit peu haute, mais vous pouvez mettre 2 rangées de transats sans aucun problème. C'est dans le contrat, effectivement. Dans le contrat, il y a un étage, lui aussi dans son jus. Aujourd'hui, c'est un salon de massage. D'accord. Mais vous avez tout à fait la possibilité de faire 2 chambres vue mer ici et de faire effectivement au total à peu près 6 chambres pour vous montrer un petit peu le potentiel. On pourrait s'y voir, oui. Il y a quand même pas mal de travaux, mais après, il y a du potentiel. Donc, je pense qu'il y a de quoi faire quelque chose de chouette. Si vous voulez un produit comme ça, on est à 65 000 €. Hors loyer, bien sûr. Ouais. 9 ans de contrat. Voilà. Et à peu près 700 € par mois de location. Combien ça pouvait coûter avant le Covid? Avant le Covid, on est au double. On est au double. D'accord. On est sur moins 50%. Et même sur le loyer Sur le loyer aussi. Le loyer était 30% plus cher. D'accord. Voilà. Ça, c'est l'idéal, ouais. Ah bon? Ouais, oui. Sur la plage, là, c'est parfait, là. Tous les restaurants qui sont autour ont déjà été repris et vont démarrer. Les travaux démarrent un petit peu partout. Donc, effectivement, c'est le bon moment. Vous arrivez au bon moment. Ouais, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Voilà. D'accord. Mika et Julie semblent conquis. Mais la bonne affaire n'est pas garantie. Ils doivent miser sur une grosse inconnue, la reprise rapide de la fréquentation. D'autres sont déjà en passe de remporter leur pari. C'est sur les hauteurs de Koh Samui, dans un quartier huppé, donc on arrive chez nous, que Dimitri et sa femme Camille se sont installés il y a 2 ans. Leurs affaires marchent plutôt bien. Ils se sont fait construire cette grande maison pour 350 000 €. Voilà notre extérieur. Et c'est ce qui fait que la vie est beaucoup plus agréable ici. Arrivés du Cap d'Agde pour des vacances au début de la pandémie, ils ont rapidement flairé le bon filon. Alors à la base, on est venu juste pour découvrir. On devait venir pour un mois. Et de fil en aiguille, de discussion en discussion, de rencontre en rencontre, on s'est aperçu qu'il y avait un manque sur le ménage haut de gamme. Pour entretenir les centaines de villas fermées à cause du Covid, ils ont eu l'idée de créer leur société de nettoyage. On a embauché et du coup, on s'en est retrouvé à avoir des plannings assez chargés et à courir un peu contre le temps. Donc au mois de décembre, toutes les maisons ont réouvertes. Et là, on a fait un super mois de décembre. On a fait 6 500 €. Pour être bien ici, il faut avoir des revenus de combien pour commencer à vivre confortablement? Pour être bien un couple avec un enfant, il faut compter 2 000 € par mois. Voilà, pour vivre sans compter. Vas-y, braque à fond, hein. Aujourd'hui, ils embauchent une dizaine d'employés, plus des extras, et ont investi 10 000 € dans des nettoyeurs vapeur haute pression. On va voir le résultat de ce qu'on a pu sortir du canapé. Donc toutes les impuretés, tous les acariens, on a pu retirer les taches. Le travail manuel fait partie des 39 professions interdites aux étrangers, comme coiffeur ou juriste. Camille et Dimitri ne manipulent pas les machines. Ils sont là pour vérifier le travail de leur personnel taille. On va le mettre devant la table basse, c'est un homme comme ça. Ça, c'est un scolopendre. Voilà, là, on peut voir un scolopendre. Ça, c'est dangereux. Donc un scolopendre, c'est comme un mille-pattes, on va dire en France.
Et si ça vous pique, ça vous fait la douleur d'une piqûre de scorpion. J'ai mis quand même bien 6 mois, 1 an à m'habituer. Ouais. Aux geckos, aux toquets, aux scolopanes, aux araignées. Un service à la française et un paiement à la taille, en cash et à la journée. 20 € en moyenne. Chaque vendredi, après le travail, c'est baignade sur la plage de Lipanoï, leur petit coin secret, fréquenté habituellement par les locaux. On fait la course, pour qu'arrive à la plage. Chercher les crabes. Ah, Omar, prêt, partez. Allez, go. Allez, le premier qui arrive à la plage. Les patrons retrouvent leurs employés pour un barbecue et une tradition bien de chez nous. On ne peut pas voyager sans nos boules de pétanque. Ça, c'est la tradition. On ne peut pas voyager sans ça. Bao, bao. Dimitri et Camille ont trouvé leur petit paradis à Samui. Elle est bonne. C'est plus que des patrons, c'est la famille. Une place au soleil qu'ils n'échangeraient pour rien au monde, que ce soit avec ou sans les touristes, dont le retour est espéré pour cet été. Le quotidien de Richard Le Sand ressemble à des vacances du bout du monde. Jogging matinal par 30 degrés et retour à la maison. Une résidence de luxe qui regroupe 15 petites villas. Ce chef d'entreprise vit à Singapour, à 11 000 km de Paris. Il y a 5 ans, il a quitté la région parisienne avec toute sa famille, sa femme Marianne et ses enfants, Eugénie, 7 ans, et Léonard, 11 ans. Pour eux, c'est piscine presque tous les jours. Quelles sont les règles pour avoir le droit d'aller dans la piscine? Quand on veut. Du moment qu'on a fini notre devoir. Si la famille s'est installée ici, ce n'est pas pour profiter du cadre de vie, mais pour développer le business de Richard. J'ai trouvé des vieilles photos. Jusque-là, il dirigeait sa propre société de design de meubles en banlieue parisienne. En s'installant à Singapour, il a créé une nouvelle marque de luxe en espérant conquérir le marché asiatique. Et ce n'est pas la seule raison. Le pays offre aussi des conditions fiscales exceptionnelles. Richard s'en aperçoit à chaque fois qu'il reçoit sa feuille d'impôt. Pour 2013, il a déclaré plus de 200 000 $ singapouriens de revenus, soit 120 000 €, et ne paye que 17 000 $ singapouriens de taxes, soit 10 000 €. Un revenu équivalent en France et à Singapour, oui, on a l'impression qu'on a 2 fois plus de moyens ici. En France, Richard aurait été taxé jusqu'à 30% pour les mêmes revenus. Ici, le plafond est de 17%. Et en plus, les services fiscaux ajoutent un petit mot au bas de la feuille d'impôt. Ça me plaît beaucoup. Le fait de juste rajouter cette petite phrase « Merci pour votre contribution au développement du pays ». Tu vois, on aurait ça en France. Juste merci, ou tu vois, on ne dit jamais merci. On paye beaucoup d'impôts et on n'a jamais une petite phrase qui dit merci. Comme Richard, 1000 Français s'installent à Singapour chaque année. Surnommée la Suisse de l'Asie du Sud-Est, Singapour est une petite île paradisiaque pour sa fiscalité. Ses 5,5 millions d'habitants payent peu d'impôts sur le revenu et encore moins sur les sociétés. Selon la Banque mondiale, Singapour est le pays le plus favorable au monde pour les entreprises. Un Eldorado du business qui attire les capitaux du monde entier. Aujourd'hui, 1 habitant sur 6 est millionnaire ici. C'est plus que nulle part ailleurs. Richard a installé sa nouvelle société de meubles de luxe dans un quartier cossu de Singapour. Des créations qu'il fait fabriquer au Vietnam et vend dans ce showroom uniquement sur rendez-vous. Le rocking chair en chêne massif aux influences asiatiques coûte 3 500 € et la petite console style directoire
5 700 €. Ici, il est au plus près de la clientèle qu'il vise. Les millionnaires. Bonjour, désolé d'être en retard. Je vous ai fait attendre? Kenneth Tia, 34 ans, travaille dans la mode. Fils d'une famille fortunée, il veut meubler la garçonnière qu'il vient d'acheter sur plan. Son budget, près de 40 000 €. Ah, ça c'est joli. C'est de la pierre naturelle? Ah bon, où ça? Cette lampe en pierre volcanique coûte la bagatelle de 4 600 €. Ah, c'est super. Pour moi, l'idée, ce n'est pas d'acheter encore un meuble cher. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait une histoire derrière. L'histoire des meubles de Richard plaît à Kenneth. 2 lampes, la console directoire, le rocking chair, un meuble télé. Richard lui fera finalement un devis de plus de 16 000 €. Ces 2 derniers mois, le Français a vendu pour plus d'un demi-million d'euros de meubles. Et les conditions fiscales vont bien l'aider à se développer. Pendant les 2 prochaines années, sa société n'aura aucun impôt à payer. Singapour prend grand soin de ses patrons. Et pour qu'ils se sentent bien, l'État leur distribue des subventions en tout genre. À 30 ans, Grégory Imbert est à la tête d'une société qui génère plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le résultat d'un pari audacieux. Ce diplômé d'une école de commerce à Angers a travaillé plus de 2 ans en France dans une société de coffrets cadeaux. Il a été le premier à importer le concept ici en 2009. À droite, ça fait partie des beaux quartiers. Avec son équipe commerciale, il fréquente régulièrement les 18 hôtels 5 étoiles que compte la ville. Aujourd'hui, il fait des repérages pour son prochain coffret, dédié à des week-ends de rêve dans des palaces. En l'achetant, ses clients auront droit à 2 nuits à prix réduit. Regardez, c'est sympa, hein? C'est le club privilège. L'alcool est gratuit ici. La chambre qu'il visite n'est pas la plus belle de l'hôtel, mais a quand même quelques avantages. Ici, les clients prennent les clés à la réception privilège. Et le matin, ils ont droit à un petit déjeuner au champagne. En moyenne, la nuit ici coûte 250 €. En garantissant à l'hôtel un certain nombre de nuits, Grégory devrait obtenir un rabais. Sa marge sera de 30% sur chaque coffret vendu. En 6 ans d'existence, la société de Grégory a déjà commercialisé 19 coffrets cadeaux. Dégustation de vin, soins du corps, dîner gastronomique ou brunch de luxe. Pour se développer, le jeune patron a lui aussi eu droit à des cadeaux, ceux de l'État. Dans ce pays où 1 habitant sur 4 est étranger, on applique la préférence nationale. Parce que Grégory emploie 11 salariés singapouriens, il a droit à toutes sortes de subventions. Le mien et celui-ci. La dernière en date, un chèque pour avoir changé ses ordinateurs. En tout, on a renouvelé 7 ordinateurs, 6 ordinateurs portables et un ordinateur de bureau. Donc dans un premier temps, nous avons reçu un remboursement de l'État de 60% de nos dépenses sur nos investissements en informatique. Soit 6 000 € sur 10 000 dépensés. Et quelques semaines plus tard, il reçoit même un deuxième chèque de 8 000 € grâce à une nouvelle subvention d'aide à la productivité. Et ce n'est pas tout. Grégory a aussi été aidé pour augmenter le salaire de 2 de ses employés. Par exemple, j'ai reçu ce document du gouvernement. Cette fois, il a reçu 2 700 €.
Le gouvernement a pris en charge 40% de cette augmentation et ils continueront à le faire pendant les 2 prochaines années. Des aides presque trop belles pour être vraies. Sans parler du montant des charges que Grégory paye sur les salaires. Seulement 16%, contre 40% en moyenne en France. Si Singapour est généreux avec les patrons, la ville ne l'est pas autant avec les salariés. Ici, pas de SMIC, de chômage ou d'assurance maladie. Et pour se loger, il faut payer le prix fort. Grégory a beau diriger une entreprise rentable, le soir venu, il fait 45 minutes de transport. Seule solution pour trouver un loyer abordable. Après le métro, il prend le bus. Il vit dans une résidence de standing, avec piscine et salle de gym. Et partage le loyer avec sa fiancée. Très bien, et toi? Carrie, 26 ans, est singapourienne. Le couple vit dans un petit 2 pièces de 40 mètres carrés qu'il loue 1 600 €. Voilà, donc là on a un petit coin bureau, cuisine ouverte, le salon. À Singapour, les prix de l'immobilier ne cessent d'augmenter. On a la chance d'avoir un balcon. Pour ne pas subir cette hausse, Grégory a déjà déménagé 5 fois en 5 ans. Cela fait à peine 1 an qu'il s'est installé ici avec Carrie. On a réduit la taille de l'appartement auquel on aurait pu prétendre. D'accord. Avant, vous étiez dans plus grand? J'étais en colocation, mais pour le même budget que ce que nous dépensons actuellement, on aurait pu avoir une chambre de plus facilement. Née à Singapour, Carrie travaille dans une société d'événementiel. Elle et Grégory se sont rencontrés à une soirée chez des amis communs il y a 4 ans. L'an dernier, ils ont décidé de franchir le pas et de se marier à Singapour. On a fait un faire-part traditionnel ici, à l'oriental. Mais il y aura aussi une cérémonie en France, à l'église. Si la majorité des Singapouriens est bouddhiste ou musulman, Carrie fait partie des 18% de catholiques. Cela a facilité les choses que Grégory soit catholique, car moi je dois me marier à l'église et lui aussi. Je suis vraiment excitée. C'est génial d'avoir 2 cérémonies dans 2 lieux différents. En fait, c'est 2 fois plus excitant. Et pour leur lune de miel, les jeunes mariés auront l'embarras du choix. Singapour n'est qu'à quelques heures d'avion de destination de rêve. Depuis qu'ils se connaissent, ils ont déjà fait 15 voyages en 3 ans. Pour une centaine d'euros, on peut aller en Thaïlande, en Indonésie, à Bali par exemple, ou l'île de Bornéo. Fils d'un médecin et d'une mère au foyer, ce natif d'Aix-en-Provence n'avait jamais autant voyagé de toute sa vie. Mais à Singapour, voyager à bas prix, ce n'est qu'une petite compensation, car la ville est la plus chère du monde. Richard, le designer, s'est aperçu du coût de la vie ici quand il a acheté sa voiture. En France, ce genre de berline s'achète aux alentours de 20 000 €. Mais à Singapour, par crainte d'être asphyxié par la pollution, l'État a limité le nombre d'immatriculations. Il faut donc commencer par acheter une plaque. La plaque, ici, valait, on l'a payé 63 000 $, qui est valable 10 ans. Presque 40 000 € pour pouvoir conduire pendant 10 ans. Et ce n'est que le début. Les droits de douane sur les voitures sont également très élevés. Au final, l'addition est surréaliste. On l'a payé au total 146 000 Singapour $, ce qui doit faire en euros 85 000 €. Donc les voitures à Singapour, ce sont les plus chères au monde. Le couple paye aussi 20 000 € par an pour la scolarité de ses 2 enfants.
Et à l'heure de faire les courses, là non plus, ce n'est pas donné. La laitue. Je prends les tomates. Ouais, alors des tomates. Si les fruits et légumes sont plutôt bon marché, dès qu'il s'agit de produits importés d'Europe, la facture est salée. Pour du champagne, il faut compter 90 €, 3 fois plus cher qu'en France. Un canon d'os. Pas le light. Comment? Même punition pour le fromage. Ça coûte une fortune. C'est de l'or en barre. Ça coûte presque l'équivalent de 7 €. Contre 2,50 € en France en moyenne. Mais pour Richard et Marianne, difficile de faire une croix sur le fromage. Ils ont un petit... C'est pas possible. De l'aligot de l'Aveyron. Essayons-le. Incroyable. Même par 30 degrés, le couple continue de s'autoriser des repas auvergnats. À Singapour, pour bien vivre, mieux vaut être millionnaire. Dans ce quartier résidentiel, cette maison à 5 millions d'euros appartient à Sébastien Guillot. À 43 ans, il vit avec sa fille Marine et Félicia, sa femme singapourienne. Installé ici il y a 10 ans, il dirigeait une société de marketing. Il a fait fortune en revendant ses parts. Singapour l'a rendu riche, mais il reste lucide sur les limites du système. Je pense qu'on est dans le pays le plus libéral, plus qu'aux États-Unis, plus que partout. Ici, il ne faut pas trop échouer. Si vous échouez, vous avez du mal. Hein. Donc c'est un petit peu marche ou crève, hein, mais c'est comme ça. Avec son pécule, Sébastien a créé un fonds d'investissement. En 2 ans, il a déjà misé 20 millions d'euros sur 6 sociétés. Pour lui, Singapour est en passe de devenir la Silicon Valley de l'Asie. Aujourd'hui, il participe à un forum qui réunit plus de 100 startups de toute la région. Les jeunes chefs d'entreprise ont 6 minutes pour convaincre les investisseurs lors d'un speed dating. Sébastien, lui, a repéré une start-up qui propose des formations grâce à des jeux en ligne. Sébastien, I'm an investor based in Singapore. Sébastien investit avec un objectif, tripler la valeur de la société en 5 ans et revendre ses parts. What kind of revenue what kind of run rate do you have? Chaque mois, on dépense entre 12 et 15 000 euros. Sur les 12 derniers mois, on a fait à peu près 180 000 euros de revenus. La société est proche de la rentabilité. Le bon moment pour investir. Sébastien creusera le dossier. Son business peut rapporter gros, alors cela suscite des vocations. Ouais, donc ça, c'est les CV qu'on a reçus la semaine dernière. Beaucoup de CV de jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs, diplômés européens, français, qui sont prêts à tout lâcher pour venir ici. Donc là, on a le CV d'une jeune fille qui a de très bon parcours, EM Lyon, belle école de commerce. Et en ce moment, si vous avez le choix entre la crise française et la croissance asiatique, sud-asiatique, vous allez tenter votre chance. Tenter sa chance, c'est ce qu'a fait Florent. À 30 ans, malgré son diplôme d'une grande école de commerce, il a pris le risque de venir jusqu'ici à ses frais, en 2011, sans autre perspective que celle de faire à Sébastien une offre difficile à refuser. Je lui ai proposé de m'embaucher, de prendre un test pendant 1 mois non payé. Donc ça peut paraître un peu... je ne sais pas si ça se fait dans d'autres pays, mais là vraiment j'avais vraiment une patate énorme. Depuis, Florent a été embauché à plein temps et gagne jusqu'à 4 000 euros par mois. Il fait partie des 6 Français de la société. En investissant à Singapour, Sébastien Guillot créera peut-être aussi des emplois en France. Let's go. En ce moment, il s'occupe de promouvoir une marque française en perte de vitesse, la crème Simon. Créée en 1860, elle a été la crème de beauté la plus vendue en France.
tombée en désuétude, elle pourrait s'offrir une seconde jeunesse ici en Asie. C'est un effet brightening, donc éclaircissant sur la peau. La peau devient lumineuse et c'est ce que veulent tous les marchés asiatiques. Sébastien a investi dans la société l'an dernier et c'est dans cette boutique que seront vendues les premières crèmes à Singapour. Il espère écouler pour 10 millions d'euros de produits d'ici 2017. S'il y arrive, cela permettrait de créer une 50aine d'emplois en France. Les journées de travail de Bastien ont un parfum d'aventure. Pour collecter la crème de coco, cet apprenti Robinson doit grimper 10 mètres de haut, sans aucune protection. La corde tenue par son employé Marvin ne sert pas à assurer sa sécurité. On doit y attacher les précieux fruits. Eh monsieur, il faut plus serrer la corde. Putain. C'est dur ? Elle a du mal celle-là. En se retenant d'une seule main pendant plusieurs minutes, il doit détacher ses noix de coco de plus de 30 kilos. Ah, j'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, j'arrive pas. Maybe you can finish. I cut the half. Yeah. I have no... I just talk, so that's why. Il y a encore 3 ans, Thank you, Marvin. Ce Français de 38 ans était peintre en bâtiment à Marseille. C'est en venant voir ses beaux-parents, des Français propriétaires d'une maison dans la région, que lui et sa femme ont découvert les lieux. On a connu du monde à El Nido, on s'est fait d'abord des copains. C'est ça, et c'est ça qui nous a permis de venir vivre ici, c'est parce qu'on avait déjà une bande de potes. Ensuite, on s'est dit, mais pourquoi pas faire quelque chose ici, on ne savait pas trop. Et disons que c'est plus facile ici de faire ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'avec très peu d'argent, on peut monter un resto. En France, je n'aurais pas pu. Avec 25 000 € d'économie et sans aucune formation de restaurateur, il a monté cette paillote d'une 50aine de couverts. Donc là, on va dire que c'est la salle de restaurant. Et on arrive direct sur la plage. Bon, il y a quelques matelas pour bronzer. Il n'y en a pas beaucoup parce que le soleil tape vraiment beaucoup, donc on ne se bronze pas beaucoup ici. Un cadre enchanteur, très loin de la poussière des chantiers marseillais, dans lesquels Bastien a passé plus de 6 ans de sa vie. C'est sympathique comme nouveau cadre de vie, non? Ouais, c'est plutôt cool, ouais. Là, l'eau est très très chaude, là. Très chaude. Elle doit peut-être à... Parce que là, comme il n'y a pas beaucoup d'eau, elle doit être peut-être à 30 degrés. Et donc, si on veut faire un peu de fraîcheur, il faut aller à 50 mètres un peu plus loin, et là, l'eau est à 27. Comme lui, ils sont quelques 80 Français à s'être installés dans cette baie, l'une des plus belles au monde. Au sud-ouest des Philippines, à 11 000 km de la France, une 50aine d'îles de calcaire noir, la baie des Bacuites. Des bijoux de végétation tropicale, pour la plupart inhabités, et des lagons aux allures de pierres précieuses. Leurs eaux cristallines abritent l'un des écosystèmes marins les plus riches de la planète. La porte d'entrée de ce petit paradis s'appelle El Nido, le nid en espagnol, l'ancienne langue officielle du pays. Cette bourgade de 5000 pêcheurs tient son nom des falaises dans lesquelles se cachent des nids d'hirondelles. Depuis quelques années, ce Far West philippin, situé à 6 heures de bus de la première grande ville, attire des pionniers français. Ils ont senti le potentiel de ce petit paradis, encore épargné par le tourisme de masse. À l'écart de la ville, la maison d'Aline. Elle a 27 ans. C'est l'une des premières Françaises à s'être installée à El Nido, il y a 4 ans.
Là, cette terrasse, c'est un de mes endroits préférés de la maison. On a la mer juste ici. C'est top, quoi. C'est notre maison un peu dans la jungle, quoi. Elle vit ici avec son amoureux philippin Diony, un guitariste de 31 ans. Fais attention, c'est chaud. You open the coconuts. Elle l'a rencontré en vacances à El Nido. Cette Dijonnaise, assistante marketing dans l'électroménager, décide alors de tout plaquer. Des endroits comme ça qui existent, c'est vrai, c'est pas que sur des photos où là ça existe, on habite ici, on peut décider de prendre le bateau du jour, enfin comme ça pour juste aujourd'hui par exemple pour aller visiter ces îles, on est libre, c'est ça, l'endroit est encore assez sauvage, enfin c'est assez magique. Donc ça a été un double coup de foudre. Voilà, ça a été un double coup de foudre et pour Diony et pour l'endroit. Oui. Pour pouvoir rester et vivre son histoire d'amour, elle a monté avec ses 500 € d'économie cette petite agence de tourisme. Ce jour-là, elle accueille 6 jeunes Français, des étudiants en école de commerce. Comme ça, vous pouvez commencer à porter ça. Chacun a payé 200 € pour une expédition retour à la nature. 3 jours et 2 nuits sur des plages coupées du monde. Il faut d'abord rejoindre l'une des nombreuses bancas qui peuplent la baie. Ces bateaux de pêcheurs traditionnels qu'Aline loue pour ses expéditions. Taposna? Oui, madame. Tara? Allons-y. Elle s'appuie sur une équipe de 8 Philippins, des pêcheurs locaux reconvertis dans le tourisme. Elle les rétribue à la journée, de 9 € par jour, l'équivalent du SMIC local pour le cuisinier, à 13 € pour le capitaine, au poste le plus délicat. Il faut que je sois concentré car ce travail est très dangereux. Si j'ai un moment d'absence, je peux facilement heurter les rochers et surtout les coraux. Pour lui, c'est un travail plus sûr et moins risqué que la pêche à l'explosif qu'il pratiquait auparavant. Une technique illégale qui faisait vivre les hommes de la région. Encore, vas-y doucement, c'est bon. Premier arrêt, plongée avec tuba pour les uns, tandis que les autres rejoignent en kayak une grotte difficile d'accès. Bon là, il faut être un peu aventurier pour se tenter ici. Attention aux rochers. Alors là, en fait, on est dans la grotte de Big Lagoon. Les lagons, en fait, c'est l'endroit où il y a un mélange d'eau salée et d'eau douce. Les poissons viennent pondre, il y a des mangroves. C'est un écosystème assez développé. Des oursins et aussi des tortues de mer. On peut voir des petits requins de récif. Parfois, ça m'est arrivé d'une fois de tomber sur... C'était des tout petits, 5 ou 6, c'était des bébés en fait. Il peut y avoir des serpents de mer, ce genre de choses. Mais après, au final, si on les laisse faire leur vie, il n'y a pas de raison que ça soit dangereux pour nous. Il n'y a jamais eu de soucis. C'est vrai qu'ils font leur vie et puis tant qu'on ne les dérange pas, aucun problème. Faire découvrir à ses hôtes les sites incontournables de la baie, tout en développant un tourisme respectueux de l'environnement, c'est la mission que s'est fixée Aline. La banca va longer Helicopter Island, cette île en forme d'hélicoptère, où a été tournée la 7e saison du jeu de télé-réalité Koh Lanta, avant de mettre le cap sur Secret Beach. Une plage plus si secrète, depuis qu'elle a inspiré un roman adapté sur les écrans du monde entier. Le tournage du film La Plage avec Leonardo DiCaprio et Virginie Doyen a été tourné en Thaïlande, mais la personne qui a écrit le livre a été inspirée de cet endroit-là. Ah ouais? Oui. Ouais. À l'arrivée des touristes français, plusieurs bancas sont déjà là. Cette plage secrète
n'est accessible qu'à la nage. Il faut traverser un tunnel sous-marin. Puis les touristes se retrouvent enfermés au paradis. Dernière étape de cette journée féerique, les eaux vert émeraude de Cadlao Lagoon, le lagon du sourire. C'est très sympa, c'est pas moche. La nuit tombe tôt sur la baie des Bacuites. À 18h, l'équipe rejoint la plage déserte où elle va camper ce soir. Du coup, là, on débarque, chacun prend ses affaires et on va aller dormir en face dans les petites maisons en bambou sur la plage. Cette île appartient à un riche Philippin. Aline lui verse un loyer mensuel pour avoir un accès exclusif à sa plage, mais elle n'a pas voulu nous en dire le montant. C'est elle qui a fait construire les huttes et aussi une salle de bain rudimentaire. C'est quoi la Cécile? Les douches. C'est rustique, mais bon, ça fait quand même du bien après une bonne journée en mer. Donc on prend quand même. Cherche le petit cocon. Voilà le palace. Pour un peu de confort, Aline fournit des matelas, mais surtout des moustiquaires. Elles doivent les protéger de la dengue, une infection virale potentiellement mortelle, transmise par les moustiques. Le dîner a été concocté sur la banca par le cuisinier d'Aline. Au menu, curry aux légumes, dorade royale grillée et fruits exotiques. Thank you, Jong. Merci, Jong. Tu es le meilleur cuisinier de Palawan. Yes, ma'am. Avec le poisson, le riz constitue l'aliment de base aux Philippines. Super masala, très bon. Grâce aux 8 expéditions qu'elle organise en moyenne par mois, Aline parvient à gagner 1 000 €, ce qui lui permet de vivre correctement et ne lui donne pas envie de rentrer en France. À mon arrivée aux Philippines, c'était toujours un peu dur et maintenant, le fait d'être installé ici, d'avoir créé l'agence, d'être tous soudés avec les guides avec qui on travaille, avec toute notre équipe, c'est maintenant notre famille en fait et c'est notre quotidien et c'est dans l'élément dans lequel je me sens bien pour le moment. Quelques notes de reggae, une soirée à la Belle Étoile, El Nido, le paradis pour les routards. Mais pour les Français qui ont des goûts plus classiques, ici on peut même manger de la bouillabaisse à 11 000 km de Marseille. On va passer par là. C'est même la spécialité de Bastien, le restaurateur. Un petit peu alors. Hello, comment est-ce Voilà la fiche. Si tu veux, il m'en reste un très grand. T'as vu? Il est frais, hein? On a besoin de ça pour la bouillabaisse. Je te les coupe en filet? Yes, filet, please. Pour remplacer la rascasse et les 8 poissons de roche qui composent cette soupe typiquement marseillaise, le choix ne manque pas. Il y a aux Philippines 2000 espèces de poissons et 5000 sortes de crustacés. Ah voilà, ça ressemble étrangement à un roucao un petit peu. Enfin, il y a des couleurs qu'on trouve en Méditerranée. C'est pas la même forme, mais c'est un poisson de roche en tout cas, c'est sûr quoi. Voilà, ça on va le prendre aussi, il est joli, celui-là aussi. Ça c'est très bien. Et ça c'est je crois que c'est un poisson ceinture. C'est magnifique ça. À la plage, son restaurant au bord de l'eau, Bastien propose essentiellement une cuisine provençale. S'il parvient à recréer les saveurs de son enfance avec les poissons locaux, les herbes en revanche, il les fait venir de loin. Ça, c'est du romarin. Ça, c'est du fenouil qui vient de mon jardin, au Lec, à côté de Marseille, en fait.
Ici, il emploie 2 cuisinières à temps plein, qu'il rémunère 200 € par mois. Pour former son personnel philippin à la cuisine marseillaise, Bastien l'autodidacte doit user de diplomatie. Souvent, je dis « ah, c'est très bien, par contre, si je dis d'entrée, ça va pas », là, ils vont se vexer. C'est des gens très fiers et se vexent très très vite. Ils sont insulaires, c'est un peu comme la Corse quelque part. Hein. Donc il faut prendre un peu des gants, il faut faire attention, quoi. Voilà, on va mettre un peu de pastaga dedans. Ça peut que donner du goût. La bouillabaisse de Bastien va mijoter pendant 3 heures. À chaque fois, elle crée l'événement parmi la communauté française d'El Nido. Les Français représentent la moitié des 150 étrangers. Alors là, on arrive au bazar. Donc c'est un truc qu'on a créé il y a moins d'1 an. Le bazar, un concept store qui regroupe des bars et des boutiques de souvenirs, uniquement tenues par des Français. Ça va ? Basile, arrivé de Marseille il y a 2 ans. Laure, 28 ans, originaire de Paris. Et son amoureux Loïc, débarqué de Bretagne il y a 3 ans. Et toi, ça va ? Bertie est là aussi ? Je vais dire bonjour. Tous ont fui le chômage et la morosité française pour épanouir leur créativité et leur esprit d'entreprendre sous le soleil des Philippines. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, là on est dans le magasin de Bertie. Donc ça fait magasin et bar. La dernière arrivée, c'est Astrid, la belle-sœur de Bastien. Tu veux qu'on parle du comptoir ? Ouais, je peux te montrer un truc sur... Excusez-moi. Il y a encore 5 mois, elle était commerciale en Chine. Son projet, ouvrir un fast-food dans ce local. Bastien, l'artisan reconverti, lui prête conseil. Ils remettent du béton dedans, du ciment, et ils montent leur truc et ils refont pareil 2 étages plus haut. Et du coup, là, comme tous les étrangers qui veulent monter une affaire ici, Astrid a dû créer ce qu'on appelle une corporation. Elle s'est associée avec 3 Philippins qui détiennent 60% du capital, comme le veut la loi. Mais dans les faits, ces hommes ne sont que des prête-noms. On crée un papier qu'on signe devant un avocat qui nous permet d'avoir le pouvoir de décision sur tout. Par contre, si un jour on doit revendre notre business, notre établissement, là on a besoin de leur signature. Si entre-temps les relations ont mal tourné, les Philippins peuvent bloquer le processus de revente et demander des compensations. Un risque que ces Français sont prêts à prendre, puisqu'ici, il y a gros à gagner. C'est un endroit complètement vierge. Moi, je le compare à l'Indonésie ou à la Thaïlande il y a 15 ans. Il y a 8 mois, on n'avait pas d'électricité dans le village la journée. Ils sont en train d'installer l'eau courante. Donc peut-être que d'ici 1 an ou 2, on aura de l'eau courante. Peut-être bientôt un hôpital. Et donc le tourisme va s'accroître énormément dans les mois, années à venir, mais dans les mois à venir. L'ouverture de ce paradis perdu attire depuis peu une clientèle plus fortunée. C'est le créneau que vise Jérôme Penel. Ma femme va demander. Cet ancien monteur de cinéma de 37 ans est arrivé il y a 2 ans à El Nido. Il a investi 40 000 € pour monter avec 4 autres Français cet hôtel haut de gamme qui s'apprête à accueillir sa 2e saison. Grâce à l'arrivée de l'électricité, il a pu équiper ses bungalows d'eau chaude, d'air conditionné et de tout le confort nécessaire. Donc en fait, ça c'est du bois local, c'est de la terracotta aussi locale au sol. Tout est fait en fait, tout a été fait à El Nido. Un bungalow comme celui-ci coûte 90 € la nuit. L'hôtel, niché au milieu d'une cocotteraie de 5 hectares, n'en compte que 5. De l'espace, de la tranquillité et une vue sur les eaux turquoises de la baie. Il y a aussi 2 villas qu'on distingue à leur bassin extérieur. Et le petit, c'est pas vraiment un jacuzzi, mais c'est la petite piscine privée qui fait plaisir après une journée dans la baie. L'an dernier, pour sa première année d'exploitation, l'hôtel a fait 7 000 € de bénéfices. Cet argent-là, en fait, je le réinjecte dans mes autres affaires, en fait. Et peut-être que dans 3-4 ans, en profiter vraiment, en fait, avoir un petit voilier ou
une plus grande maison ou avoir un terrain un peu plus reculé en fait, et puis laisser un petit peu les gens gérer pour nous et qu'on en profite un petit peu. Parmi ses autres affaires, un club de plongée. Sa spécialité, à l'aube, la découverte de fonds marins peu fréquentés. Il faut 2 heures de banca pour les atteindre. Le temps pour ses clients de le questionner sur sa reconversion professionnelle. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de changer de travail? Ça avait l'air génial ton boulot à Paris. It sounds like, but it's not. Because people think about like meeting stars, champagne and parties, but you just spend hours and hours behind your screen, your monitors. Was used to work like 12 to 15 hours per day, and in a dark room, drinking coffee, eating like bad sandwiches. So it's a really bad life. Pour autant, Jérôme sait aussi que la ruée vers l'or d'El Nido n'est pas toujours synonyme de réussite. On se nourrit des erreurs des autres parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plantés ici aussi, ça faut le savoir. Il y en a qui sont arrivés avec des fortunes et qui sont repartis avec rien. Il y en a quelques-uns qui sont arrivés avec rien et qui ont fait des fortunes aussi. Donc ouais, c'est le côté Robinson Crusoe, mais un petit peu pas complètement fou, c'est pas inconsidéré en fait. Il n'existe pas de statistiques sur le nombre de Français qui repartent chaque année. Mais pour Jérôme, le retour, ça n'est pas pour tout de suite. Ce Normand originaire de Cherbourg renoue avec ses premières amours, la mer, au bord de laquelle il a grandi. Les fonds marins d'El Nido, un aquarium géant tapissé de coraux multicolores, dans lesquels se cachent des poissons clowns, des dragons de mer, ou encore des espèces en voie d'extinction, comme les limaces sous-marines ou les hippocampes. Dans ce paradis marin, il y a aussi ce que tous espèrent apercevoir, des requins à pointe noire, inoffensifs pour l'homme. D'octobre à décembre, comme on le voit sur ces images tournées il y a quelque temps par une touriste, il est aussi possible de croiser des requins-baleines, les plus grands squales de la planète, jusqu'à 20 mètres de long. Le dernier gardien de ce paradis vit sur l'une de ces îles, peut-être la plus belle de la région. Ici, tout le monde connaît cette Anglaise excentrique de 64 ans qui vit entièrement nue. Elle se surnomme Friday, vendredi, en référence au compagnon de Robinson Crusoe. J'ai toujours aimé cette liberté. Être nue, depuis toute petite. Dès l'adolescence déjà, je conduisais les seins nus par exemple. Ici, on m'appelle la folle de Malapacao. C'est comme ça qu'on vous appelle? Oui, la dingue de Malapacao. Mais pourquoi? Parce que je suis différente. Je ne suis pas acceptée par la plupart des gens parce que je fais ce que je veux. Je vis de la manière dont j'ai envie. Et ici, dès qu'on sort du cadre, cela est considéré comme anormal. Anormal de vivre seul dans un tel jardin. Vendredi possède la partie nord de ce caillou de végétation tropicale. Sur l'autre versant, il n'y a qu'un petit village de quelques familles. À la fin des années 80, cette baroudeuse tombe amoureuse de cette île. Pour l'acquérir, elle se marie à un Philippin, obtient la nationalité, ce qui lui permet de racheter ses 5 hectares 100 000 € qu'elle va mettre une quinzaine d'années à payer. Là, on arrive aux limites de ma propriété. De l'autre côté, il y a juste le village. Je suis venue au bon moment. À l'époque, le tourisme n'existait pas. C'était en 1987. Le tourisme dans la région a commencé à peine à se développer 4 ans plus tard, en 1991. À l'époque, El Nido était un endroit très calme. Puis un Japonais est arrivé sur une île de la baie pour monter un resort de plongée. Et à partir de là, c'était parti. 30 ans après avoir construit ce jardin d'Éden, Vendredi est aujourd'hui assise sur une petite fortune.
Le plus gros groupe immobilier du pays lui propose de racheter son île, 3,5 millions d'euros. Mais elle ne veut pas la lui vendre. Hors de question pour elle de remettre son petit paradis entre les mains des géants du tourisme de masse. Cet endroit a déjà tellement changé en 40 ans. Maintenant, El Nido et ses alentours, ce ne sont que des bateaux de touristes et des hôtels. Des étrangers qui ne cessent d'arriver. Tous ces Français, par exemple, des gens de toute nationalité arrivent ici. Car cet endroit est un endroit idyllique. Mais à cause de ça, l'environnement, qui est déjà très fragile, va être détruit. Son espoir, trouver une personne respectueuse de l'environnement qui accepte de lui racheter l'île en viager pour qu'elle puisse finir sa vie face à la baie des Bacuites. Les Marseillais à la full moon. Des Marseillais, des Parisiens ou des Landais. Comme chaque soir de pleine lune, Nikita joue la guide pour un groupe de Français. Tout le monde est là? Ouais. Allez. Depuis 20 ans qu'elle vit en Thaïlande, Nikita connaît cette fête par cœur. De la drogue y circule souvent, alors elle met en garde ses troupes. C'est notre première full moon. Il y a 3 choses à ne jamais oublier. Jamais prendre une cigarette de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et si on se perd, on va se donner rendez-vous à un endroit et ça sera toujours à cet endroit qu'il faudra aller. Jamais boire dans un seau de quelqu'un d'autre. Les seaux dont parle Nikita, c'est la tradition chaque soir de pleine lune. Les verres sont remplacés par ce qu'on appelle des buckets remplis d'alcool. Vodka avec boisson énergisante. Histoire de rester éveillé toute la nuit et justement de faire la fête toute la nuit. Moi, on partage, c'est plus pratique que d'avoir un verre le principe, chacun. c'est de partager. I don't drink alcohol, guys. Un soir par mois, la plage d'Adrin en Thaïlande se transforme en un dance floor géant. Lorsque la lune est pleine, ils viennent de toute la planète pour faire la fête sur ces 2 kilomètres de sable par une température de 30 degrés. La Chine. Je viens d'Éthiopie. Pour les Japonais. Il y a aussi des Espagnols ou des jolies Thaïlandaises. Une fête de tous les excès, devenue mythique dans le monde entier. Tout a commencé grâce à cet homme, un Thaïlandais de 52 ans, Monsieur Suti Kursakool. En 1988, j'ai organisé une petite fête de départ pour un ami australien. On devait être dans les 50 ou 60, et c'était une nuit de pleine lune. Pour se souvenir de lui, on a refait une fête le mois d'après, toujours à la pleine lune. Et comme mon ami me manquait, on l'a refaite encore et encore chaque mois. Au début des années 90, la petite fête entre amis attire déjà plusieurs centaines de personnes qui viennent danser jusqu'au petit matin. À l'époque, une seule sono crache de la trance Goa, une musique hypnotique que les danseurs apprécient après avoir consommé des psychotropes, comme les champignons hallucinogènes ou le LSD. 30 ans plus tard, les centaines de fêtards sont devenus dizaines de milliers. Monsieur Suti tient toujours son bar, mais il s'est fait dépasser par le succès. Quand je pense que tout a commencé ici, j'arrive toujours pas à croire que ce soit devenu aussi énorme. La tradition, c'est d'arriver 3 jours avant pour profiter de cet endroit paradisiaque. Koh Phangan, une île de 20 km sur 10, avec des plages de rêve qui bordent une forêt primaire classée réserve naturelle.
ouais, non, mais là, la vue, elle est incroyable. T'as vu ça? C'est super beau, la mer, elle est calme. Génial. Nikita sert de guide pour les touristes français. Yeah! Let's go to sunset party. C'est bon, Nanon? You okay? Elle emmène sa cliente, Alison, une célibataire de 24 ans, créatrice de maillots de bain qui vit entre Bali et Osgore. C'est trop cool. Elle débarque pour sa première full moon. Youhou! Allez, on fait un petit peu de virage, là. Les 3 jours de full moon d'Alison lui coûteront 350 €. Nikita a réservé le scooter et l'hôtel. Elle se rémunère en prenant une commission sur chaque prestation. On va passer à un endroit qui s'appelle la Jiao. Il y a une vue exceptionnelle. 30 minutes de balade à travers les petits villages côtiers. La vue, elle est incroyable. Pour découvrir cette île où il fait entre 28 et 32 degrés toute l'année. Yes! Ça y est, la dernière ligne droite. Ça y est. Et on va se voir ce fameux coucher du soleil. Là, c'est vraiment nature. Si les jeunes viennent jusqu'à Kopangan pour faire la fête, c'est qu'ici, pas besoin de casser sa tirelire. Même pour profiter de l'une des plus belles vues de l'île, dans ce bar planté sur un piton rocheux. Hip hip hip! Kopangan! Hip hip hip! Saudi Alison! Chin chin! Rien à voir avec Saint-Tropez. Ici, les cocktails sont à 5 €. Un plat coûte 10 €. Les gens, ils sont de plus en plus friands de fêtes. Ils n'ont pas trop les moyens d'aller à Ibiza, je pense. Et la Thaïlande, c'est vraiment un endroit où on peut se permettre plein de choses. Les hôtels sont pas chers. Et puis, c'est bon enfant, il n'y a pas de bagarre. Les gens, ils sont peace and love, le smile. Un paradis pour les fêtards, qui attire aussi des DJ venus du monde entier. On trouve pas beaucoup de persil ici à Samui. Le persil plat, oui, le persil frisé, non. Donc ça commence à pousser gentiment. Ce n'est pas pour planter du persil frisé qu'Yves Sandoz, 44 ans, a quitté la Suisse. Mais elle est pas là, elle est pas là. Il y a 2 ans, cet ancien postier a débarqué ici avec toutes ses économies, 30 000 €. Dans l'aventure, il a embarqué Nadia, sa femme, et Talia, sa fille de 11 ans. Oui, il s'appelle Adrien. Il est venu pour tenter de changer de vie et réaliser enfin son rêve, devenir DJ professionnel. Il y a pas mal de DJ, ouais. Il doit être une quarantaine ou une cinquantaine pour l'île, je pense. Ouais. Faut démarcher, insister. Et après, on se fait son nom, et puis c'est bon, après ça commence, quoi. Pour l'instant, la Thaïlande, c'est pas le Pérou. Nadia doit faire du gardiennage de chiens pour boucler les fins de mois. On y va. DJ T-Fox, son nom d'artiste, est encore loin de remplir les salles. Il court les cachets dans les bars et restaurants de Koh Samui. En cette veille de full moon, direction la plage de Chaweng, où il doit mixer au bord d'une piscine pour un before, un tour de chauffe avant la grande soirée pleine lune. Bienvenue à l'éléphant, de retour. Vous connaissez l'établissement? Dans ce bar, tenu par un Français, Yves va gagner 100 € en 3 heures. On est bien loin des 400 000 € de cachet de David Guetta. Mais un DJ inconnu, dans une petite discothèque en France, ne gagne pas forcément plus. Je pense qu'il y a pas mal de monde, pas mal de DJ qui aimeraient bien être à ma place. Le lendemain, il va réaliser le rêve de sa vie, mixer à la célèbre full moon. David, le patron français, triple son chiffre d'affaires les veilles de pleine lune. Pour faire le plein, il en met plein la vue. Fille sexy en maillot de bain, go-go danseuse ou défilé de Katoy, ces garçons-filles très populaires en Thaïlande. C'est énorme, c'est bénéfique pour nous, ça amène une belle clientèle, ça amène une clientèle dynamique, parce que tout au long de l'année quand même c'est assez cosy, et là pendant 2-3 jours ça bouge. On sent que l'île commence à bouillir, que les gens sont chauds, qu'ils ont envie de faire la fête, et donc la full moon va être une belle opportunité pour eux pour faire une belle soirée. Les expatriés ne sont pas les seuls à se remplir les poches. La pleine lune, c'est aussi un don du ciel pour les locaux. Danser jusqu'au petit jour, ce n'est pas vraiment le truc de Nat. Cette habitante du village de Bantai
est là pour faire du business. Fais gaffe au plateau qui ne se renverse pas. Elle est coiffeuse et patronne de son petit lavomatique. Mais une fois par mois, elle range sa paire de ciseaux pour aller rassasier les fêtards occidentaux. Ça, c'est des sandwichs à la baguette. Nous, on n'aime pas ça, mais eux, ils adorent la baguette. Il y a aussi des pizzas au fromage. Et ça, c'est des sandwichs au jambon frit. C'est ma meilleure vente. Direction la plage d'Adrine, à 10 km. C'est un privilège réservé aux natifs de l'île. Chaque mois, ils ont le droit de s'installer dans les rues de la ville en tant que vendeurs ambulants. On peut encore passer en voiture? Oui, il n'est que 15 heures. Si on veut tout vendre, il faut bien soigner la présentation. Il faut que tout soit en abondance sur le stand. Il faut que ça attire l'œil. Depuis 10 ans, Nat loue le même emplacement. 25 € reversés au propriétaire du magasin devant lequel elle installe son stand. Bon, c'est vrai, on doit se lever tôt pour tout préparer. On travaille jusqu'à l'aube. C'est crevant, mais ça vaut vraiment le coup. En une soirée, vous pouvez gagner combien? Si je vends tout, je peux me faire dans les 250 €. 250 €, c'est ce que lui rapporte son salon de coiffure, en un mois. Les meilleurs emplacements sont sur la plage et coûtent 300 €. À partir de 16 h, les touristes sont priés de plier leurs serviettes pour laisser la place aux fameux vendeurs de buckets. Ces seaux à cocktail prêts à l'emploi. Anna, Alex ou Soso. Pour attirer le chaland, les Thaïs ont tous pris des prénoms occidentaux. Comme Wasana, qui s'est rebaptisée Jenny. Merci beaucoup. Tu reviendras m'acheter un bucket? Non, désolé, il faut qu'on travaille. Et vous faites ça depuis combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. 5 ans? Et c'est un bon business? Oui, excellent. C'est une grosse fête. James travaille 1 jour par mois. Avec ses buckets, il peut gagner jusqu'à 2000 € en une seule nuit. Les seaux sont vendus à des tarifs défiant toute sobriété. 5 € le bucket d'un demi-litre. Et certains ont déjà pris de l'avance. Vous venez d'où? Brésil. Vous êtes prêts pour ce soir? Regardez ce mec. Lui, il est prêt. La soirée commence dès le coucher du soleil. Dans leur chambre, Alison et sa copine thaïlandaise, Nano, se préparent pour une nuit blanche. On va pas faire très compliqué. Maillot de bain, short, basket. Je mets pareil haut quand même pour partir. Histoire de pas arriver en maillot de bain, on verra par la suite. Sexy mais pas trop quoi, c'est ça, faut pas non plus. Non, pas sexy. Dans une full moon, je pense pas que le but c'est d'être sexy. On y va surtout pour la musique et l'ambiance. Et vous, votre robe, c'est quel style? Moi, c'est le style Kopangan, Bali, le style des îles. Alison apprend quelques rudiments de langue thaï avec Nano. En thaï, quand un garçon te dit « je t'aime mon amour », il dit « Pom rak kun ». Pom rak kun. Quand c'est un homme. Pom rak kun. On va aussi à la full moon pour faire des rencontres. Apparemment, moi je cherchais comment dire qu'est-ce qu'on peut boire, mais il vaut mieux dire je t'aime mon amour, donc ok. 21 h. La pleine lune est au rendez-vous. Sur la plage d'Adrine, il y a déjà 2000 personnes. Toute la bande se retrouve. Nikita. Et toi, ma chérie? Pour entrer,
Il faut acheter un pass 100 bahts. Ça fait 2,50 € pour la municipalité. L'argent récolté sert à nettoyer la plage le lendemain. Et puis, alerte attentat oblige, il faut passer sous un portique de sécurité. What is the best bar in Kopangan for going to the party? Je sais pas, c'est ma première fois. It's your first time too? Oui, Oh, me too. je vais le découvrir ce soir. Ok, nice. Nikita, c'est ta combienième full moon? 50? Je pense que j'ai fait entre 40 et 50 full moon en 18 ans, depuis 1998. Et la première, elle était exceptionnelle. La première fois est toujours exceptionnelle, car ici, il y a des rites d'initiation. Peinture fluo sur tout le corps et 2 épreuves au choix. La corde en feu, on démarre à 2, puis 3, et de plus en plus. Il faut sauter le plus longtemps possible et surtout, essayer de ne pas se brûler. Alison n'est pas encore prête. L'autre option, c'est le Limbo Fire. Les novices passent sous une barre enflammée et pas question de poser les mains à terre. C'est l'épreuve qu'a choisie Alison. La Française filme tout pour ses amis qui la suivent en direct sur les réseaux sociaux. Minuit, ils sont maintenant près de 40 000, 10 fois la population de la ville en temps normal. Chaque bar a son sound system et son propre DJ. Des tubes plutôt commerciaux pour le drop-in. Au Tommy Resort, c'est une musique électronique plus pointue. À l'autre bout de la plage, ce qu'on appelle de la psychédélique trance, réservée aux initiés. Pour la danser, certains ont la technique, d'autres, un peu moins. Les DJ sont des stars locales, originaires de Birmanie ou de Bangkok. Ils peuvent gagner jusqu'à 400 € la soirée. Ici, c'est le salaire mensuel d'un policier. Garde à vous, fixe. Repos. Pour sécuriser l'événement, 100 policiers sont déployés dans la ville. Les brigades locales et celles venues de Surat Thani sur le continent. Il y a aussi des chiens renifleurs. Dans le commissariat, un PC de sécurité et un mur avec 19 écrans de surveillance. On peut voir en direct ce qui se passe dans les rues et sur la plage. Et puis il y a cet infiltré en short de bain et t-shirt rose. Papa Chang, c'est son nom de code. Je vais vérifier la plage et contrôler discrètement les touristes. Sous des faux airs de fêtard, le policier va se noyer dans la masse. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. D'où venez-vous? D'Angleterre. Pardon? D'Angleterre. Vous êtes là pour combien de temps? On reste encore 5 jours. Amusez-vous bien. Pendant toute la nuit, Papa Chang arpente la plage de long en large. Il surveille tout. Il doit aussi rester zen en toutes circonstances, même lorsqu'une jolie jeune fille se frotte à lui. Papa Chang est équipé d'une lampe torche qu'il braque systématiquement vers les poches des fêtards. Comment ça va? Il cherche de la drogue. En Thaïlande, la possession de stupéfiants est sévèrement punie. 1 an de prison ferme pour un joint, 5 ans pour de la cocaïne. Pour un dealer, cela peut même aller jusqu'à la peine de mort.
La drogue, pour l'instant, il n'y en a pas. Tout a l'air de bien se passer. Dans la nuit, les policiers arrêteront quand même une trentaine de consommateurs et dealers. Ce soir, c'est plutôt l'alcool qui fait des ravages, notamment à cause des fameux buckets. Nat, la vendeuse de sandwich, en fait aussi les frais. À 2 h du matin, elle a quasiment tout vendu. Mais ses derniers clients ne semblent plus très frais. Il a mis la main sur le grill brûlant. L'homme ne s'en est même pas rendu compte. Il ne tient plus debout. Vous pouvez m'aider? Faut l'asseoir là-bas. Asseyez-le là-bas. Oh, il y a du sang sur sa jambe. Des fêtards, à la limite du coma éthylique, car certains vendeurs n'hésitent pas à remplacer l'alcool de marque par du dangereux torboyau, voire de l'alcool frelaté, qui peut avoir des effets dévastateurs sur le cerveau. Les policiers locaux leur font la chasse. On voit que sur ce bouchon, c'est un timbre fiscal de couleur verte. Alors que pour l'alcool importé, normalement, il est rouge. Et le clic de sûreté est déjà ouvert. Ça prouve qu'ils ont donc changé le bouchon pour mettre dans la bouteille un alcool bas de gamme, qu'ils revendent 5 fois plus cher. Ce soir, une vingtaine de vendeurs peu scrupuleux ont été arrêtés. On va juste vous mettre une amende. Il n'y aura pas d'inscription au casier. Signez-la. L'amende est de 100 €. « 3 h du matin. Les infirmières commencent à avoir du fil à retordre. Ce garçon s'est brûlé avec la corde en feu. Il a besoin d'alcool. On a beaucoup de blessures avec du verre, une fracture du crâne et déjà 2 personnes qui ont failli se noyer. Et tout à coup, c'est la panique. On a besoin d'un défibrillateur, bordel de merde! Un jeune homme de 26 ans est inconscient sur un brancard. Il est canadien. Imbibé d'alcool, il a voulu se baigner. Ses amis, ne le voyant pas revenir, l'ont finalement retrouvé sous l'eau. Les secouristes thaïs sont un peu dépassés. C'est une amie du jeune homme qui improvise un massage cardiaque. Il est où le médecin? Il est où l'appareil respiratoire? Mettez-le dans l'ambulance, vous attendez quoi? Je sais, calmez-vous, on va l'emmener. Le jeune homme est transporté dans l'ambulance. Nous apprendrons le lendemain qu'il est décédé. Les secours n'auront pas réussi à le réanimer. En moyenne, il y a une dizaine de morts par an pendant les full moon parties. Sur la plage, la fête continue. Alison et ses amis se sont donné rendez-vous au Sandcastle, le club où Yves, le DJ suisse, va devoir faire ses preuves. Mais pas facile de prendre les platines à 4 h du matin, car beaucoup de clubbers sont déjà rentrés se coucher. Yves a 2 petites heures pour convaincre. Sa musique fait mouche, les danseurs sont attirés. Pour cet essai, Yves n'est pas payé, mais s'il fait ses preuves, il sera embauché le mois prochain. Il percevra un cachet de 200 € sur lequel Nikita, la guide française, touchera une commission, car c'est elle qui l'a présenté au patron de l'établissement. Bravo mec, t'as réussi à faire danser tout le monde. C'était vraiment un plaisir de t'avoir ici. On va se revoir très vite. Tu reviens quand tu veux.
Vraiment merci. Et merci à toi, Nikita, de me l'avoir présenté. Sur la plage d'Adrine, le jour est en train de se lever. Ne restent que les purs et durs. Ceux qui ont résisté au bucket et qui sont encore en piste pour admirer un magnifique coucher de pleine lune qui sera de nouveau visible dans un mois. Muriel, 70 ans, vient de trouver son petit coin de paradis. Salut Emmanuel. Un coin très fréquenté par les Français. Et bienvenue à bord. Merci. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va ma belle. Ça fait plaisir de te voir. Moi aussi, ça fait très plaisir de te voir. Donc là, on va aller se promener vers l'île du Serpent, quelques petites heures de balade. Cool. Et on pourra aller se baigner aussi vers Copouf. Ok. 30 minutes de navigation pour atteindre l'île du Serpent, habitée, comme son nom l'indique, par quelques reptiles et des autochtones qui pêchent une spécialité locale, le crabe de Kep. Des familles khmer qui n'ont pas trop l'habitude de voir débarquer des étrangers. C'est vraiment le village de pêcheurs. Et j'aime bien, parce qu'au moins c'est de l'authentique. Very rich, hein. Elle est belle comme qui. Les Antilles, la Grèce ou le Vietnam, Muriel a voyagé partout dans le monde et partout où elle passe, elle essaye d'apprendre la langue. Et si je veux demander combien ça coûte le kilo? Alors, Kulkai, Pullman. Alors en fait, tu mets le kilo d'abord. Alors, Moi kilo. Clay Pullman. Le secret, c'est d'apprendre 2-3 mots par jour. Au bout de 6 mois, 1 an, tu as déjà suffisamment de vocabulaire pour expliquer une situation si tu n'arrives pas à avoir le terme précis. Ça fait partie des premières pages de ma nouvelle vie. C'est une nouvelle vie pour moi, c'est une autre aventure, j'apprends encore autre chose. Et moi, je ne terminerai jamais d'apprendre, quoi que ce soit. Muriel n'est pas ici en vacances. Elle a décidé de commencer une nouvelle vie et de s'installer à Kep, une petite ville au sud du Cambodge, loin des spots touristiques que l'on trouve en Asie du Sud-Est. Ici, les plages sont encore désertes. La température oscille entre 28 et 35 degrés toute l'année. Et l'air y est réputé comme le plus pur du pays. Un petit coin secret entre mer et montagne que Muriel a découvert grâce aux bouches à oreilles. La retraitée française est arrivée il y a 3 jours. Pour vivre ici, on ne lui demande rien d'autre que de payer les frais de visa, 200 € par an. Elle vient d'emménager dans cette petite maison. Alors c'est le bazar, mais j'aime bien. Je m'y retrouve quand même. Hein. Oui, je m'y retrouve quand même, plus ou moins. Après avoir perdu son mari Guy dans l'accident de l'usine AZF en 2001, cette ancienne infirmière a décidé de prendre sa retraite anticipée et de quitter Perpignan pour voyager à travers le monde. Elle vit avec 15 mètres cubes de souvenirs et sa pension de 690 € par mois. Ma petite assiette de Kotao. Je fais pas de folie. Non, je peux pas suivre sinon. Mais je vis. Et en France, vous feriez quoi avec 690 €? Ah bah, je dormirais sous les ponts. Ah non, parce qu'en France, j'avais la voiture, j'avais l'assurance, j'avais ceci, j'avais cela. Le chauffage, en France. Ici, j'ai pas de chauffage. Pas de chauffage et seulement 150 € de loyer par mois pour cette maison de 80 mètres carrés. En 3 jours, Muriel connaît tout le quartier, ou presque.
Salut Eric. Non, c'est pas Eric, lui, c'est Michel. Salut Michel. On n'a pas une vie facile, hein. Ah mais tu es là, toi? Je crois qu'il y avait une baraque là-bas au bout. Comme Muriel ou Michel, ils sont déjà près d'une centaine de Français à s'être installés dans cette ville de 4000 habitants. Un coin de paradis qui depuis des années entretient un lien étroit avec l'Hexagone. La station balnéaire a été créée au début du XXe siècle, alors que le Cambodge est sous protectorat français. L'endroit est baptisé Cap-sur-Mer, une plage merveilleuse où il fait bon vivre, à en croire les cartes postales de l'époque. Un mélange de Saint-Tropez et de Deauville, où l'on vient se pavaner pendant les vacances. Le petit village de pêcheurs devient la station balnéaire la plus prestigieuse d'Indochine. Une destination en plein essor jusqu'en 1975. Le 4 avril de cette année-là, les Khmers rouges prennent le pouvoir. Ils envoient la population dans les rizières et exécutent tous les intellectuels du pays, pillant et détruisant ce qui rappelle le capitalisme. Kep, transformée en cité fantôme, devient une de leurs bases arrières, jusqu'à leur départ en 1998. Aujourd'hui, le capitalisme a repris ses droits. La ville renaît doucement de ses cendres et n'attire pas que des retraités. On va se mettre là. Bon alors, qu'est-ce que vous voulez manger? Christophe Dorier, 42 ans, a débarqué en 2015 avec sa femme Natacha et leurs 3 enfants. Thomas, 17 ans, Raphaël, 14 ans et Anaïs, 9 ans. Il y a aussi Jean-Marie le papy, arrivé en renfort il y a 9 mois. Pour le petit déjeuner, ils ont troqué café et croissant contre une soupe façon Khmer. Il y a du bœuf bouilli avec pas mal de petits piments, mais c'est épicé très légèrement. Avant de s'installer en famille, à 10 000 km de la France, Christophe vivait dans cette maison à Rouanac, dans la Drôme. Il y tenait une charcuterie à la ferme. Après être venu une première fois en vacances, en janvier 2015, le couple tombe amoureux de Kep et débarque 9 mois plus tard avec une grosse valise, les enfants et toutes leurs économies, 20 000 €. Au Cambodge, 500 € suffisent pour lancer un commerce et obtenir un permis de travail. En quelques jours, le Français ouvre son magasin, le Cochon de Kep. La greffe prend aussitôt. Même si les affaires marchaient plutôt bien en France, Christophe avait atteint ses limites. 70 heures par semaine et puis qu'il ne vous reste pas grand-chose à la fin du mois. Enfin, par rapport au travail que l'on fait, par rapport au retour des clients qu'on a qui sont très satisfaits. Et voilà, donc on n'a pas le salaire de la peur, comme on dit. Natacha, vous avez été séduite tout de suite par Kep? Ah, moi, j'ai passé les vacances et je lui dis, t'es sûr de ton choix? Tu as arrêté le boulot en France, venir ici, faut pas regretter. Donc. Alors, c'est le grand saut, alors? Le grand saut. Soyons fous, j'ai 40 ans. Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc j'ai dit, si j'ai envie de voir autre chose. Parmi ses clients, un peu de Cambodgiens, mais surtout des Français expatriés. Comme Noël, une Varoise qui a déniché ici son petit péché mignon. La copa, elle est excellente, elle n'est pas trop salée, elle est très bonne. Ah oui, elle fait aussi des quenelles. Ce qui est bien, parce que moi j'ai toujours mangé des quenelles en boîte, alors que là, Madame la bouchère, elle les fait fraîches et elles sont excellentes. Ça fait pas longtemps qu'on les fait, ça fait un petit mois maintenant qu'on les fait, ça part bien. Au Cambodge, la viande de mouton est rare. Christophe a donc inventé les porguaises. Maintenant, on va aller dans la caverne d'Ali Baba. Il s'approvisionne auprès d'éleveurs de porcs locaux. Mais c'est lui qui assure toutes les préparations. Donc voilà le séchoir. Pas facile de faire de la salaison
dans un pays où le taux d'humidité frise souvent les 90%. Au début, j'avais mis juste ma clim ici, mais elle ne me descendait pas assez en hygrométrie. Donc après, j'ai mis une ventilation ici entre, et une petite ventilation qui se déclenche par intermittence. Donc là, je suis vraiment au top sur l'hygrométrie. La réputation du charcutier français a franchi les limites de la ville. Christophe compte des clients à Kampot, une ville touristique des environs, et même à Phnom Penh, la capitale, à 180 km de là. La charcuterie le matin, sur la route l'après-midi, le Français a trouvé son équilibre de vie. Il s'est même adapté à la conduite locale. Bah oui, on va l'avertir qu'on est là quand même. Mais la circulation, c'est, comme dit un copain, c'est PlayStation. Il faut être vraiment très vigilant, être de partout. Regardez ce qui se passe derrière, devant, sur les côtés. En fait, ils forcent toujours la priorité. Le charcutier se dégage un peu plus de 1 000 € de revenus chaque mois. C'est moins que ce qu'il gagnait en France, mais 4 fois plus que le salaire moyen dans le pays. Le coût de la vie au Cambodge est l'un des plus bas du sud-est asiatique. 2500 riels. 62 centimes l'ananas entier. Pareil, les aubergines, 62 centimes le kilo. Christophe, qui n'avait jamais voyagé en dehors de la France, ne parlait pas anglais en arrivant. Il s'est mis directement au Khmer. Vous avez besoin de poulet? D'accord. Vous avez acheté des gâteaux? Si les parents se sont parfaitement adaptés à la vie locale, ce n'est pas le cas de toute la famille. Même s'il donne un coup de main à la charcuterie, Thomas, 17 ans, passe beaucoup de temps devant la console de jeu. Il attend de rentrer en France pour passer un CAP de vente. Bon, Anaïs, on y va? Allez, t'es prête? T'as envie de travailler ce matin? Oui, ça va aller? À l'école du village, les cours sont dispensés en khmer. Jean-Marie le papy s'improvise donc instituteur de CE2 pour la petite dernière. Marque juste Paul 13 billes, ça suffit. Voilà, et maintenant tu te dis que Mathieu en a 2 fois plus. Quant à Raphaël, 14 ans, il accourt au beau milieu de la forêt tropicale, chez Benoît. Cet ex-prof d'anglais à Lille, venu en vacances à Kep il y a 6 mois, n'en est jamais reparti. Les parents lui versent chaque mois 240 € pour chaque enfant. Le prof encadre 5 élèves, de la 6e à la seconde, en s'appuyant sur les cours par correspondance du CNED. Donc là, tu avais bien avancé hier sur Grenoble, tu vas continuer sur Grenoble et les métropoles. Cet après-midi, on continue avec les fourberies de Scapin, avec l'ordre au subjonctif présent. Alors, une ligne droite, on l'appelle une droite, ouais. Et qu'est-ce qu'elle a, cette droite? Des conditions qui pourraient faire rêver plus d'un collégien. Sauf qu'ici, tous les élèves semblent atteints du mal du pays. Qu'est-ce qui te manque de la France? Tout. Surtout les grands magasins, parce qu'au Cambodge, quand on veut trouver quelque chose, il faut aller dans d'autres pays, parce qu'ici, on ne trouve rien. Qu'est-ce qui te manque le plus de la France? Mes copains. Ici, on connaît personne, on parle pas la langue, donc c'est difficile de se mêler aux autres, de parler, de sortir. Je peux pas sortir, par exemple. Si pour les ados, l'adaptation est parfois difficile, elle l'est beaucoup moins pour les adultes. Ce soir, Muriel, la retraitée, est de sortie avec sa copine Lily, une Française propriétaire d'un hôtel en ville qui lui a fait découvrir Kep. Elles ont rendez-vous au Riviera, où chaque mois, la communauté française se retrouve pour une soirée couscous. Bonjour. Bonsoir Lily. Je m'appelle Muriel. Daniel. Et Lily. Bonsoir, Muriel. Oui, je me rappelle de vous, c'est déjà vu. On s'est déjà vu. Oui. En quelques minutes, la globe trotteuse est comme un poisson dans l'eau. Ça va là. Enchantée. Merci. La grenadine. Pour arrondir ses fins de mois, Muriel va bientôt ouvrir avec sa copine une boutique de phytothérapie, sa passion.
À la première occasion, Lily essaye de la placer. Je te présente Muriel, qui est une nouvelle arrivée à Kep. Voilà, qui est une amie à moi, qui est phytothérapeute. Ah bon. Je sais pas s'il y a quelque chose qui m'a piqué derrière. Ah, c'est enflé, ouais. Je sais pas ce que c'est. Ben, oui. Alors, de l'argile mélangée à du vinaigre et un cataplasme toute la nuit. Ah bon? Avec toutes les vieilles peaux qu'on a là, on va avoir du boulot. Pas d'impôt sur le revenu, un taux de croissance de près de 7%. Le Cambodge a tout d'un Eldorado. Pourtant, moins d'un étranger sur 2 réussirait à pérenniser son affaire. Car ici, pour espérer faire fortune, il faut surmonter de nombreux obstacles. Nathalie et Guy Poré ont eux aussi eu un coup de foudre pour le pays. C'était en 2012. Tous les matins, on ne revient pas de la beauté du site, quoi. C'est la première chose qu'on fait d'ailleurs quand on se réveille, c'est ouvrir les rideaux, regarder. Et on se dit qu'on a de la chance quand même, c'est formidable. Ce Belge de 66 ans et cette Bretonne de 54 ans vivent à 25 km de Kep. Ils sont propriétaires d'une plantation de poivre de Campote, une épice réputée dans le monde entier. Sur une superficie de 20 hectares, ils ont planté 44 000 poivriers. Une ferme bio qui emploie une centaine d'ouvriers, nourris et logés pour la plupart. Tous sont rémunérés 200 € par mois, 50 € de plus que le salaire moyen dans le pays. Fous de cuisine, Nathalie et Guy avaient goûté ce poivre dans des restaurants gastronomiques, mais ils n'avaient aucune connaissance de sa culture en arrivant au Cambodge. Guy était PDG d'une grande entreprise informatique. Avec sa femme, il avait envie d'un nouveau challenge. Alors il a investi ici une partie de sa fortune, plusieurs millions d'euros. On a acheté les terrains au fur et à mesure. Au début, on avait une toute petite surface qui faisait 5 ou 6 hectares. Et ensuite, on a acheté par morceaux ce qui se présentait, puisque à partir du moment où on s'est montré acquéreur de surface, les gens sont venus assez spontanément vers nous. Ok, allez, on y va. 2 ans après la première récolte, Guy et Nathalie exportent la moitié de leur production. En France, en Russie, à Singapour ou aux États-Unis, comme ce chargement qui part à Boston. Une aventure qui n'aurait pu voir le jour sans un détail important. Pour acheter des terres, le couple a dû obtenir la nationalité cambodgienne. Un privilège payant. Chacun a dû s'engager à investir un minimum de 500 000 $. Et ce n'est que la première condition. La deuxième condition, c'est de parler la langue. Donc, parler la langue et de l'écrire. Alors, parler, on arrive encore, on se débrouille un peu. L'écriture, je ne suis pas certain qu'on ait passé le test avec succès, mais ils ont été assez sympathiques sur la question. Guy et Nathalie ont aussi cofinancé, pour quelques milliers de dollars, la nouvelle édition d'un livre sur la famille royale. En remerciement, ils ont été invités au palais par le roi Norodom Sihamoni, en personne. Le couple s'est aussi montré généreux dans le village d'à côté. À l'école, ils ont doublé le salaire des enseignants en le passant à 300 $ par mois pour que les cours soient dispensés toute la journée. Vous êtes vu comment ici dans le village, alors comme le sauveur du village un peu? On se pose rarement la question déjà d'une part, mais on est perçu comme étant des gens qui viennent apporter des conditions matérielles au développement de leurs études. Pas le sauveur, je crois que c'est un terme un peu fort, mais on est là pour les accompagner, on est là pour les aider, pour les orienter, et on est perçu comme ça, enfin c'est mon sentiment en tout cas. La plantation de Guy et Nathalie devrait être rentable d'ici 1 an. Les autorités cambodgiennes, qui voient d'un très bon œil cet afflux d'argent étranger, cherchent aussi à attirer les touristes dans la région de Kep. Et cela fait les affaires de Laurent Chabot, un Savoyard de 50 ans. Arrivé à Kep il y a 6 ans,
Il voit la région se transformer à vue d'œil. Cette route va être goudronnée, va être éclairée. D'ici fin 2019, tout le tour du parc national de Kep sera en 2 fois 2 voies avec un terre-plein central. Laurent est promoteur immobilier. Son téléphone n'arrête pas de sonner. Au bout du fil, un Français. Oui, bonjour monsieur. Oui, vous allez bien? Oui, je vous remercie. J'aimerais vous remettre le permis de construire pour votre villa. On peut se retrouver dans 10 minutes au Parkview? Associé à un homme d'affaires cambodgien, il commercialise actuellement un programme de 14 villas à la sortie de la ville. Bonjour monsieur. Bonjour, vous allez bien? Je vais très bien et vous-même? L'un de ses clients, monsieur Jean, est retraité. Il a vendu sa crêperie dans les Yvelines. Lui et sa femme, une Cambodgienne de 30 ans sa cadette, ont craqué pour cette maison. Il la visite pour la 2e fois. Comme vous pouvez le remarquer, une fois de plus dans cette villa, depuis l'entrée, tout est traversant. Avec ce grand volume ici de cuisine, salon et séjour, en open space. Une villa de 260 mètres carrés, décorée à l'occidental, avec 3 chambres. Baignoire en béton ciré, douche balinaise et patio qui donne sur la piscine. En principe, au Cambodge, les étrangers ne peuvent devenir propriétaires d'un terrain que pour 99 ans. Mais la femme de monsieur Jean étant de nationalité cambodgienne, le couple sera pleinement propriétaire. Il compte s'y installer chaque année pendant les 3 mois d'hiver. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette maison? Ah, tout. Tout. L'environnement, tout. Tout nous plaît. Dès le départ, ça nous a énormément plu. La température, ça vous effraie pas? Il fait chaud quand même ici? C'est ce qu'on cherche, oui, qu'il fasse beau. Ouais. Sur la période janvier, février, mars, c'est bien. Alors pour une maison comme celle-ci, il faut compter quel budget? Il faut compter entre 195 000 euros jusqu'à 240 000 euros selon les options. À Paris, pour 200 000 euros... Un F2, non. Même pas, un studio. Sur les 14 villas, Laurent en a déjà vendu 8 à des Français, des Belges ou des Suisses. Avec son partenaire Khmer, il a déjà investi dans 2 autres projets immobiliers dans la région de Kep.